ont émergé comme une réponse aux limitations des data warehouses, contrairement aux entrepôts de données. Un data lake stocke des données dans leur format brut, donc qu'elles soient structurées, semi-structurées ou non structurées. Et ceci offre une flexibilité sans précédent pour les entreprises qui manipulent de grands volumes de données. Prenons un exemple pour une entreprise de e-commerce qui peut stocker dans un data lake à la fois des journaux de clics utilisateurs par exemple. Donc c'est des données semi-structurées, des images de produits qui sont des données non structurées et des tableaux de vente qui sont des données structurées. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour différents cas d'usage, comme la personnalisation des recommandations ou l'optimisation des prix. Comme tout à l'heure, comme le cas du data warehouse, ce schéma représente un data lake, un autre modèle centralisé, mais beaucoup plus flexible. Ici, on voit que à peu près les données proviennent des mêmes sources. Cependant, au lieu de passer par une transformation immédiate, ces données sont directement stockées dans leur format brut, qu'elles soient structurées, comme on l'a dit, semi-structurées ou non structurées. Donc c'est pour cela qu'on appelle cela un lac de données. Tout peut y être déversé sans discrimination. Donc on a tout type de données. Par exemple, une entreprise pourrait y stocker à la fois des enregistrements des transactions de vente, des fichiers Excel produits par le marketing, et même des vidéos ou même des images utilisées pour la publicité. Ce modèle est plus polyvalent et plus économique. Mais comme vous le voyez sur le schéma, cela complique les étapes ultérieures. Les utilisateurs doivent extraire et transformer les données pour répondre à leurs besoins spécifiques, ce qui allongerait probablement les délais et peut poser des problèmes de qualité si les données sont mal organisées. Ce qu'on peut voir comme avantage, alors on a ce qu'on appelle la polyvalence. Donc toutes sortes de données peuvent être intégrées sans avoir besoin d'être transformées au préalable. On peut aussi avoir accès aux données brutes. On l'a dit tout à l'heure que les données sont stockées dans leur format d'origine, dans leur format brut. Et les data lakes posent aussi des problèmes importants. Donc, comme on peut les voir ici dans les inconvénients. Donc, la qualité des données ou data quality. Sans gouvernance claire, ces systèmes deviennent souvent des data swaps où les données sont désorganisées et difficiles à exploiter. Alors, on a aussi un temps de transformation qui peut être long à la fois. Les données brutes, parce qu'ils nécessitent un effort supplémentaire pour les transformer et les rendre exploitables. Donc, on peut aussi parler de la gouvernance. Donc, avec des multiples sources et formats, garantir la sécurité et la conformité devient un défi de taille. Et c'est ici que le data mesh intervient, en proposant une approche décentralisée et organisée des données pour faire face à ces limitations. Le data mesh, quant à elle, qui est une approche décentralisée, contrairement aux approches centralisées comme le data warehouse ou les data lake, il repose sur une gestion décentralisée par des données. Donc, ce qui signifie que chaque domaine métier est responsable de ses propres données. Il les traite comme un produit et garantit leur qualité.
Si nous prenons un exemple concret, dans une banque internationale, dans une architecture data mesh, l'équipe en charge des prêts gère ces données de manière indépendante. Elle est responsable de la qualité des indicateurs de performance liés au prêt, tandis que l'équipe chargée des comptes clients, par exemple, fait de même pour ces données. Les deux équipes travaillent de manière autonome, mais leurs données respectent des standards communs, facilitant leur intégration et leur utilisation par d'autres départements. Et maintenant, regardons à quoi ressemble le schéma de l'architecture du data mesh. Si nous regardons ce schéma, c'est un schéma qui illustre les architectures totalement décentralisées, contrairement au data warehouse ou au data lake. Ici, chaque domaine métier est autonome. On peut le voir ici dans les data products. Donc, chaque domaine métier est autonome. Les cercles du data product pourraient totalement être remplacés par le marketing, les ventes ou encore des finances. Donc, chaque domaine est responsable de collecter, transformer et stocker ses propres données. Ces données sont ensuite mises à disposition sous forme de produits réutilisables, comme le montre l'interconnexion entre les domaines. Par exemple, l'équipe marketing, ici qu'on peut représenter par business domain, peut fournir des données agrégées sur les campagnes publicitaires qui peuvent ensuite être utilisées par l'équipe financière pour analyser leur retour sur investissement. Alors, ce modèle, il favorise l'évolutivité et la flexibilité. Les domaines peuvent fonctionner indépendamment. Mais comme le montre le cadre global du schéma, il y a des règles de gouvernance partagées. Donc, en haut, on voit Federate Governance, donc pour dire de la gouvernance fédérée. Donc, ces règles garantissent que les données restent interopérables, sécurisées et conformes aux réglementations. Nous pouvons aussi voir à travers ce schéma que on voit les 4 piliers du data mesh qu'on verra par la suite. Donc, chacun joue un rôle essentiel pour garantir un bon fonctionnement. La propriété du domaine, ou le premier pilier à gauche, qui montre que chaque équipe et métier est responsable de ses données. On a aussi les données en tant que produit. Les données sont vues comme un produit. Le schéma montre ici que chaque domaine fournit des données prêtes à l'emploi, bien documentées, accessibles et de qualité. Donc, on a aussi le plateforme de Self-Serve Data Platform, donc l'infrastructure en libre service. Donc, cette partie est représentée par des outils et plateformes communs qui permettent aux équipes de pouvoir travailler en autonomie. Donc, ces outils incluent des pipelines, des moteurs de requête et des interfaces de gestion de données. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la gouvernance de données, donc pour Federate Governance, qui est le cadre global autour de ces piliers qui symbolise la gouvernance fédérée, ce qui permet de maintenir une cohérence et une sécurité dans un environnement décentralisé en s'appuyant sur des règles et des standards communs. Donc, pour dire que l'approche décentralisée nécessite une culture organisationnelle forte, des investissements technologiques importants et un engagement des équipes métiers. Mais lorsqu'elle est bien mise en place, elle offre une solution idéale pour les organisations modernes qui doivent gérer des volumes croissants de données tout en restant agiles et innovantes. Et à travers cela, nous pouvons voir les avantages du data mesh qui inclut ce qu'on appelle la scalabilité organisationnelle. On l'a dit tout à l'heure, les équipes métiers peuvent évoluer indépendamment, sans dépendre d'une quelconque autre équipe ou d'une équipe centrale. On a aussi ce qu'on appelle
à l'autonomie des équipes. Donc chaque équipe est propriétaire de ses données, ce qui les rapproche de leurs utilisateurs finaux. Et l'agilité pour dire que les décisions peuvent être prises plus rapidement grâce à un accès direct et à une gestion locale des données. On a aussi une gouvernance décentralisée. Donc chaque équipe gère, fait ses propres gouvernances, mais bien sûr avec une certaine politique de gouvernance. Et aussi, cette approche a forcément des défis ou ce qu'on peut appeler ici des inconvénients. Donc surtout la complexité organisationnelle. Parce que la décentralisation nécessite une coordination étroite pour éviter la duplication des efforts ou des incohérences. Donc, ça nécessite aussi une montée en compétence des différentes équipes, mais surtout un investissement initial élevé. Parce que mettre en place un data mesh nécessite des outils, des compétences et une infrastructure robuste.